Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la vie, dans l'œuvre aussi, complexe, foisonnante d'une figure essentielle de la littérature algérienne, Kateb Yassine. Né en 1929, il nous a quittés en 1989. Notre but ici, c'est d'essayer de mieux comprendre les moments forts, les thèmes qui reviennent sans cesse, et puis aussi les contradictions de cet écrivain qu'on appelle souvent le poète errant. On va essayer de suivre ses traces, ses mots. Et c'est vrai que rien qu'en voyant ces photos, on est saisi. Ce regard, parfois doux, rieur même, et puis d'autres fois si songeur. On le voit souvent dehors, en blouson, les mains dans les poches, comme prêt à partir, ou alors jeune, très beau, un peu à la James Dean, assis sur un seuil. Puis plus âgé, le front haut, cette gravité, mais avec toujours un demi-sourire. Ça donne envie, vraiment, de savoir qui était cet homme. Alors commençons par le début, ses origines. Il naît à Constantine. Ton père est Wakil. C'est quoi exactement déjà? C'est ça, Wakil. Euh, on pourrait dire une sorte d'avocat, mais spécialisé en justice musulmane traditionnelle. Et c'était un homme qui avait une double culture, arabe et française. Et ce qui est intéressant, c'est que la famille de Kateb, elle vient d'une tribu, les Keblout, où la poésie, apparemment, c'était presque quotidien. Un vrai filon poétique familial, quoi. Ah oui. Et le nom lui-même, Kateb Yassine, il y a une histoire derrière, je crois. Ah oui, tout à fait. C'est assez fascinant. L'ancêtre de la tribu Keblout, le nom voudrait dire la corde cassée. Bon, c'est un peu mythique, viendrait d'Espagne, d'Andalousie. Mais avec la colonisation française, l'administration démantèle les tribus, change les noms, et Keblout devient Kateb. Pourquoi Kateb? Parce que Kateb, ça veut dire écrivain en arabe. Et les Kebloutis, justement, ils étaient connus pour être des lettrés. Donc l'administration leur donne ce nom. Et Yassine, c'est le nom d'une sourate du Coran. Alors, quand il choisit de signer Kateb Yassine, il y a peut-être un clin d'œil un peu ironique à cet état civil français, mais c'est aussi une façon de jouer avec les noms, de brouiller un peu les pistes prénom-nom, un peu comme dans la tradition algérienne. C'est fou comme le nom porte déjà une histoire. Et donc, son père lui conseille d'apprendre le français. Oui, et apparemment, la mort dans l'âme, comme on dit. Parce que le français, à l'époque, en Algérie coloniale, c'était la langue du pouvoir, la langue utile pour faire quelque chose, pour trouver sa place. Et le jeune Kateb, il se passionne pour cette langue, pour la poésie française. Il est encouragé par une institut et sa famille. Mais ça l'isole un peu, non? Oui, ça le met à part. Il racontera plus tard qu'au collège, à un sétif, les autres se moquaient un peu de lui, du poète. Cette solitude. Et puis arrive le drame, l'événement qui va tout changer. Sétif, 8 mai 1945. Kateb a à peine 15 ans. Tout juste. Il se retrouve au milieu des manifestations pour l'indépendance et la répression est terrible, sanglante. Il raconte avoir vu la mort de très près, s'être caché sous un tas de cadavres pour échapper aux tirs. C'est inimaginable. Un traumatisme absolu, oui. Et sa mère, le croyant mort, va perdre pied, sombrer dans la folie. Pour un ado de 15 ans, c'est fondateur, mais dans le sens le plus tragique du terme. Et ça le sort de ses livres, brutalement. Complètement. C'est ce que disent les analyses, oui. Fini le jeune poète rêveur. Il est confronté à la violence politique, à l'injustice coloniale, à la nécessité de lutter. Et la prison, juste après, ça devient sa seconde école, comme il le dira. Sa seconde école. Oui, parce que là, en prison, il découvre vraiment le peuple algérien. Les autres détenus, souvent analphabètes. Et il est fasciné par leur richesse humaine, leur sagesse pratique, leur force. Une sagesse qui n'est pas dans les livres et qu'il va parfois opposer, et assez durement, aux intellectuels, aux lettrés. Il touche l'Algérie réelle. Et c'est peut-être de là que vient cette phrase célèbre plus tard, la langue française comme butin de guerre. Exactement, c'est une idée très forte ça. En gros, on prend la langue du colonisateur, son arme, mais pas pour devenir comme lui. Au contraire, pour affirmer qui on est, pour lui dire « je ne suis pas français » avec ses propres mots. C'est un paradoxe, un dilemme qui va le suivre toute sa vie. Pourtant, il aurait hésité au début. Pensé à écrire en arabe. Oui, apparemment, c'est ce qu'on raconte. Son cousin, Tahar Keteb, qui était lui-même traducteur, l'en aurait dissuadé. Il trouvait que son vrai talent, sa force d'écriture, elle s'exprimait en français. Et c'est vrai que dès le début, son français, il est unique. C'est beau, c'est classique, mais il y a un souffle différent, une musique, une vision du monde qui vient d'ailleurs, d'Algérie, de la Méditerranée. On dit même que ses amis à Paris l'appelaient... comment déjà? Ah oui, le mufti de l'île Saint-Louis. Ça montre bien ce mélange de classicisme et d'altérité qu'on percevait chez lui.
Le mufti de l'île Saint-Louis, j'adore. Mais ce rapport complexe à la langue, ça ne s'arrête pas là. Il évolue encore. Ah oui, et de façon assez radicale même. Bien plus tard, vraiment vers la fin de sa vie, il va avoir comme une révélation. Il va dire que sa langue mère, profonde, ce serait le berbère. Et même l'écriture tifinage, l'alphabet des Touaregs notamment. Le berbère, après avoir tant écrit en français. Oui, il va même jusqu'à dire que l'Algérie, bon, après la colonisation française, elle a été colonisée par les Arabes, et qu'elle est encore, en quelque sorte, colonisée par la langue et la culture arabe dominante après l'indépendance. C'est une position extrêmement forte, surtout venant de lui. Tout à fait. C'est une remise en question totale qui a fait couler beaucoup d'encre, bien sûr. Ça montre à quel point cette question de la langue, pour lui, c'était pas juste un outil, c'était existentiel. Une quête d'authenticité permanente. Et cette quête, elle explose littéralement en 1956 avec Nedjma, le livre qui devient un mythe quasi instantanément. Le roman de la conscience algérienne. Kateb disait lui-même vouloir casser le récit linéaire. Non. Oui, il parlait d'un vertige de l'expression. Il sentait qu'il ne pouvait pas raconter ça de manière classique, chronologique. Il fallait tourner autour du sujet, faire des cercles, revenir en arrière, comme s'il n'arrivait jamais à épuiser le truc. Il y a cette phrase incroyable dans le livre: ce sont des âmes d'ancêtres qui nous occupent, substituant leur drame éternisé à notre juvénile attente. Ça dit bien cette impression d'être hanté par le passé. D'un côté, l'ancêtre, Keblout, le fondateur de la tribu de Kateb. De l'autre, la femme, Nedjma, qui est très énigmatique. Et en filigrane, il y a l'histoire de la tribu, une sorte d'âge d'or perdu, où le savoir, la religion et le pouvoir militaire étaient unis chez les chefs. Un mythe fondateur, en quelque sorte. Voilà, et ce mythe raconte que tout ça, ça se brise avec la colonisation française. Des chefs kébloutis sont exécutés injustement, accusés d'avoir tué une Française. Et à partir de là, c'est la catastrophe. Le savoir et le pouvoir sont séparés, la tribu se disperse, on perd la terre des ancêtres. C'est ce que le livre appelle, je crois, la période des pères. Une période de déchéance. Oui, de compromission, de perte d'identité. Les pères se retrouvent en ville, parfois mariés à des étrangères. Et les jeunes personnages du livre, les 4 amoureux de Nedjma? Eux, c'est la génération des fils. Ils sont 4 cousins, un peu perdus, souvent orphelins, et ils cherchent désespérément à renouer avec ce passé brisé, à retrouver cette parole des ancêtres. Et au milieu de tout ça, il y a Nedjma. Qui est Nedjma, au fond? C'est là toute la question. Elle incarne l'Algérie elle-même, dans toute sa complexité. Elle vient de la tribu, mais elle est aussi la fille d'une étrangère, une Française, qui aurait été enlevée. Donc Nedjma, elle devient le symbole de cette patrie algérienne qui est en train de naître. Une patrie métissée, qui mélange les origines, les apports autochtones et étrangers. Certains ont même parlé d'apologie de la bâtardise. Une apologie de la bâtardise pour parler de l'identité nationale, c'est audacieux. Sur ce que veut dire être algérien quand on hérite de tout ça? Et la forme du livre, cette structure éclatée, ça reflète cette complexité? Tout à fait. Ça peut dérouter, c'est sûr, mais ça renvoie aussi à des formes de pensée, d'imaginaire maghrébin. Kateb lui-même aurait évoqué, après une discussion avec l'orientaliste Jacques Berck, l'image du polygone étoilé pour expliquer son livre. Une forme complexe, multiple, mais qui fait sens. Et comment ce livre, si différent, si complexe, a-t-il été reçu à l'époque? Kateb devient une sorte de légende vivante, non? Oui, très vite. Nedjma devient célèbre, même des gens qui ne l'ont pas lu connaissent le titre, c'est souvent le signe qu'une œuvre est devenue un symbole. Il incarne l'écrivain rebelle. Pourtant, les témoignages disent qu'il était d'une modestie incroyable. Ah oui? Oui, en 86, par exemple, il y a eu une grande fête pour les 30 ans de Nedjma à Alger. Et apparemment, il était presque timide, intimidé par toute cette ferveur, surtout des jeunes. Il aurait dit aux étudiants un truc comme si vous êtes là pour Nedjma, c'est parce que quand je l'ai écrite en 56, je cherchais l'Algérie. Et je crois qu'aujourd'hui, vous aussi, vous la cherchez. » C'est simple et très touchant. Mais il y a eu un malentendu aussi autour de ce livre. Oui, c'est ce que certains analystes appellent le grand malentendu. Le livre était quasiment fini avant le début de la guerre d'indépendance en novembre 54. Mais il sort en 56, en plein milieu. Du coup, hop, il est propulsé écrivain nationaliste, porte-drapeau de la cause. Alors que lui n'a jamais vraiment cherché ce rôle. Il se sentait aussi très attiré par le cosmopolitisme, par d'autres cultures. Et par rapport à l'image que l'Occident avait de l'Algérie, comment il se situe? Ah là, il est très très subversif. Il prend l'orientalisme, cette vision un peu cliché et exotique de l'Orient, et il la retourne complètement. Au lieu de montrer une Algérie unie, fière, prête au combat, comme on aurait pu s'y attendre à ce moment-là,
il montre une réalité beaucoup plus brute. Des clans qui se déchirent, des histoires de famille compliquées, des vieux conflits. Il ne cherche pas à réconcilier Sam. Non, au contraire. Il refuse les ponts faciles entre Orient et Occident. Il préfère montrer le fossé, le conflit, l'incompréhension profonde. C'est radical. Et ses influences littéraires, elles sont aussi variées. On parle de français, mais aussi d'américain. Oui, il est très éclectique. Il admire Nerval, Rimbaud, mais il se réclame aussi énormément de Faulkner. Et il explique pourquoi il préfère Faulkner à Camus, par exemple. Ce qui est assez fort. Ah oui, pourquoi? Pour Kateb, Faulkner, même s'il était vu comme un sudiste, un peu réac, il a réussi à donner une profondeur humaine incroyable à ses personnages noirs américains. Alors que Camus, même s'il était considéré comme progressiste, n'aurait jamais, selon Kateb, atteint cette même profondeur en parlant des Algériens. C'est une critique très acérée, à la fois littéraire et politique. C'est fascinant. Après Nedjma, ce livre Monde, il revient au théâtre, mais d'une manière très différente de ses débuts, non? Oui, tout à fait. Il y avait eu Le cadavre encerclé, une pièce très écrite, et puis 25 ans plus tard, dans les années 70, quand il revient en Algérie, il se lance à fond dans une expérience de théâtre populaire. Il anime pendant presque 10 ans une troupe, l'Action culturelle des travailleurs, l'ACT. Et là, le but, c'est plus politique, plus social. Pour montrer la réalité, pour ouvrir les fenêtres, comme il dit. Mais attention, il se défend de faire de la propagande. C'est une période très intense pour lui, mais aussi une période où il sent qu'il doit réapprendre des choses. Il dira « Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout ». Et comment ça se passait concrètement? Ces textes étaient en français, mais le public était populaire, parlait souvent arabe. C'est là que des gens comme le metteur en scène Slimane Benaïssa deviennent importants. Benaïssa adaptait déjà ses textes en arabe dialectal algérien. D'ailleurs, c'est en voyant une de ces adaptations que Kateb aurait décidé de rester en Algérie pour cette aventure. Et sa méthode de travail était dingue. C'est-à-dire? Il a vu apparemment une sorte d'énorme manuscrit inédit, presque 900 pages, qu'il appelait l'anaphrasie, une mine de scènes, de dialogues, de personnages qui revenaient. Et pour monter une pièce, il piochait là-dedans, il prenait des modules, des bouts, et il les assemblait, les réorganisait comme un puzzle. Ça donne l'impression que toute son œuvre, c'est une seule grande tapisserie qu'il refait sans arrêt. Un work in progress géant. Mais cette traduction, cette adaptation en arabe dialectal, ça a dû poser des questions, non? Ah oui, bien sûr, il y avait un vrai débat. Kateb pensait peut-être qu'il suffisait de traduire les mots, du français à l'arabe dialectal, pour que le public comprenne. Mais d'autres, comme Ben Aïssa, disaient non, il faut aussi adapter la façon de penser, la logique du discours. Une pensée construite à la française, même dite en arabe, ça peut rester difficile à saisir pour un public qui a d'autres références. Une question de culture, pas juste de langue. Exactement. Et apparemment, cette expérience collective, si riche, elle s'est terminée avec quelques tensions. 4B est peut-être devenu plus méfiant, plus isolé aussi, dans le climat politique algérien de l'époque qui était assez complexe. Cette figure de l'éternel insatisfait, de l'errant, ça colle aussi à sa vie personnelle, non? Il a beaucoup bougé. Énormément. France, Italie, Allemagne, Russie, Vietnam. Et même quand il est revenu en Algérie, on a l'impression qu'il y avait une forme d'exil intérieur. Et il revendiquait ce côté un peu barbare. Barbare. Oui, il disait « il faut que je reste barbare ». C'était sa façon de dire qu'il refusait une culture trop lisse, trop civilisée à l'occidental, pour garder sa force créatrice brute, son instinct. Il allait même jusqu'à dire que les gens les plus cultivés en Algérie, c'était pas forcément les diplômés, mais plutôt les analphabètes, les chômeurs, le petit peuple. Pourquoi eux? Parce que selon lui, ils étaient dépositaires d'une immense richesse enterrée, d'une sagesse qui ne vient pas des livres. C'est une vision très à contre-courant, évidemment. Et humainement, comment il était au-delà de l'écrivain? Sa veuve, Zubida Chergui, le décrit comme quelqu'un de très simple au quotidien. Un peu comme un poète maudit à la Verlaine, tu vois, capable de traîner partout, avec les gens les plus simples comme avec les intellos. Mais cette proximité, ça a aussi créé des jalousies, des malentendus. Chacun voulait un peu s'approprier son amitié, sa pensée. Chez Armand Gatti. Ah oui, l'histoire des cuillères en argent. Un ami pique découvert chez Gatti, qui était un grand ami de Kateb, et Kateb, au lieu de s'indigner, trouve ça presque drôle, mais il force l'ami à tout rendre sans jamais le juger durement. Ça montre bien son côté très humain, acceptant les failles, une sorte de fraternité terrible, comme disait Gatti. Mais il pouvait aussi être très critique, mordant, hein? Ah oui, terriblement. Son humour était féroce, ses phrases, ses aphorismes. La fameuse définition de la mosquée, une fusée qui n'a jamais décollé. Oula, ça n'a pas dû plaire à tout le monde. C'est clair.
Ça lui a valu pas mal d'ennemis, évidemment. Il a été détesté par une partie de l'establishment, politique ou intellectuel, sans doute par jalousie de sa renommée internationale, mais aussi parce qu'il était intransigeant. Il refusait toute compromission, il était incorruptible et il le montrait. Et il meurt où, finalement? Il meurt loin de l'Algérie, ironiquement, en exil, à Grenoble en 1989, d'une leucémie. Il n'avait que 60 ans. Et après sa mort, son ami Armand Gatti est allé en Algérie pour défendre ce qu'il appelait la langue de Kateb. Pas le français académique, mais cette langue unique, pétrie d'Algérie, qu'il voyait comme la vraie langue vivante du peuple. Kateb, c'est vraiment ça. Algérien par mes ancêtres, internationaliste par mon siècle, comme il disait. Quelle vie, quand même. C'est fou. Du choc de Sétif qui le propulse dans l'histoire à cette utilisation tellement particulière du français, à la fois langue aimée et butin de guerre. De l'énigme Nedjma à l'aventure du théâtre populaire. Et cette errance, toujours géographique, intérieure. Il incarne vraiment les tiraillements, les quêtes d'identité, mais aussi l'espoir immense d'un pays, d'une époque. Oui, tout à fait. Et son parcours, son œuvre, ça continue de nous poser des questions essentielles aujourd'hui. Sur notre rapport aux langues, la maternelle, celle de l'autre, celle qu'on choisit. Sur comment on construit une identité après la colonisation. Sur la place de l'intellectuel face au peuple. Sur comment raconter une histoire nationale quand elle est faite de fragments, de douleurs. Sa recherche d'une parole authentique, au plus près de la vie profonde de son pays, ça reste d'une pertinence incroyable. Et ce qui me frappe aussi, c'est cette audace constante. Le pari sur le français pour se libérer. Le pari sur la complexité de Nedjma pour dire l'Algérie. Le pari sur le théâtre en arabe dialectal pour parler au peuple. Et puis ce pari, peut-être le plus fou, sur cette barbarie créatrice. Cette idée que la vraie richesse, la vraie culture, elle est peut-être ailleurs, chez ceux qu'on n'écoute pas d'habitude. Exactement. C'est une remise en cause de nos hiérarchies culturelles. Ça nous oblige à nous demander où est la vraie vitalité d'une société au fond. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour nous aujourd'hui. Kateb Yassine, il chercha cette vie profonde, cette parole brute, non formatée, qu'il trouvait essentielle, souvent chez les exclus, les sans-voix. Dans notre monde actuel, saturé d'infos, de communication lisse, du discours tout fait, où est-ce qu'on pourrait encore entendre ça? Cette pulsation authentique, cette parole barbare au sens créateur qu'il cherchait. Où est-ce qu'il faut tendre l'oreille aujourd'hui pour sentir vibrer le cœur réel d'une société au-delà du bruit ambiant?